Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Focus avec vous ce matin, Nicolas Pouvremonti, à 9 jours du premier tour des législatives, sur un thème de campagne. On a beaucoup parlé cette semaine d'économie. Quid de cet autre thème majeur pour les Français, l'immigration, que proposent les grandes familles politiques qui vont s'affronter dans les urnes. Alors un mot peut-être de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie que vous dirigez. Qu'est-ce que c'est exactement ? Écoutez, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, c'est un laboratoire d'idées qui vise à éclairer le débat public sur ces questions migratoires et démographiques en ayant une approche à deux piliers, d'une part rigueur et sérieux technique, et d'autre part indépendance, notamment caractère apartisan, ce qui est plutôt précieux sur ce thème-là en particulier. Effectivement, car c'est hyper polarisé politiquement ce thème de l'immigration sur lequel parfois on peine à distinguer l'idéologie des faits. Alors justement, avant de parler des programmes, les grandes masses de l'immigration en France, Nicolas Pouvremonti, les flux, les stocks, pour parler comme un économiste, les origines, immigration légale, immigration illégale. Est-ce que vous pouvez nous brosser un rapide tableau ? Bien sûr, en tout cas, le fait notable de ces dernières années sur l'ensemble des grandes masses de l'immigration que vous décrivez, c'est un ensemble de records tout à fait inédit sur les principales catégories de flux. Donc c'est vrai à la fois sur l'admission au séjour, sur l'asile, sur l'immigration clandestine. Pour en rester à ce qui est aujourd'hui la masse principale des flux, c'est-à-dire l'admission au séjour, la délivrance de premiers titres de séjour à des étrangers extra-européens. Donc l'immigration légale. Immigration légale, tout à fait. On a eu l'an dernier une année record avec plus de 320 000 premiers titres de séjour qui ont été délivrés. En moyenne annuelle, sous la présidence d'Emmanuel Macron, on a délivré 26% de titres de séjour en plus que sous François Hollande et 45% de plus que sous Nicolas Sarkozy. Mais cette dynamique à la hausse, elle vaut aussi pour l'asile. Le nombre de premières demandes d'asile l'an dernier, 145 000, c'est 40% de plus que sur la dernière année du quinquennat Hollande. Oui. L'immigration clandestine, elle est plus difficile à appréhender par nature, mais on dispose d'indicateurs, notamment le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Oui. On sait que ce nombre de bénéficiaires a augmenté de moitié depuis 2017, donc on a vraiment une trajectoire haussière sur tous les champs de l'immigration. Et en stock, si je puis dire, combien d'immigrés en France ? Combien sont la nationalité française ? Combien ont conservé leur nationalité d'origine ? Est-ce qu'on a... Alors, on a aujourd'hui un peu plus de 10% de la population française, selon l'INSEE, qui est immigrée au sens strict, c'est-à-dire des personnes nées étrangères à l'étranger. À côté de ça, on a un petit peu moins de 8% d'étrangers, étant entendu qu'on a en France une politique large d'acquisition de nationalité française. Depuis 2005, ce sont 2 millions de personnes qui ont acquis les nationalités françaises. Si on regarde les stocks de titres de séjour en cours de validité, qui ne concernent pas tous les immigrés, qui concernent notamment les immigrés extra-européens, on voit que ce stock aujourd'hui, il est supérieur de 30% à ce qu'il était en 2017, 50% à ce qu'il était en 2012 et 70% à ce qu'il était en 2007. Donc c'est presque un doublement depuis 2016. Absolument, absolument. C'est le résultat de ces records sur les flux qui se consolident dans les stocks. Alors justement, dans le Figaro, cette semaine, Nicolas Pouvremonti, vous affirmez qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que durant la présidence d'Emmanuel Macron. Quelle est la cause de cette accélération migratoire ? Alors, ces records sous la présidence d'Emmanuel Macron, ils relèvent finalement assez peu d'une volonté délibérée d'augmentation de l'immigration, à l'exception peut-être de l'immigration étudiante et de certains aspects de l'immigration professionnelle qui restent aujourd'hui très minoritaires. C'est pas un projet politique d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est le résultat qu'on voit ici, c'est en partie le résultat de ses choix, mais c'est d'abord et avant tout le résultat d'une politique de laisser faire, de laisser filer, envers une augmentation de l'immigration qui est engagée depuis bien avant Emmanuel Macron. L'immigration fatalité, c'est le discours qu'on a. C'est ça, il y a une forme de résignation finalement devant une dynamique d'augmentation des flux qui est engagée depuis la fin des années 1990. Et cette fatalité, on l'a aussi retrouvée dans la loi immigration. C'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de mesures ponctuelles de bon sens, par exemple sur la facilitation de l'éloignement de certains profils représentant une menace grave pour l'ordre public, mais il n'y avait rien, absolument rien, sur les grandes masses de l'immigration que nous décrivions. Il y a cette impression que partagent beaucoup de Français que l'État n'a plus tellement de souveraineté dans la gestion de ses frontières, dans le traitement de l'asile également, qu'en gros, l'État est là pour financer un système dont la maîtrise lui échappe. Nicolas Pouvremonti, est-ce que cette impression est recoupée par les faits ? Ce qui est certain, c'est que l'immigration aujourd'hui échappe complètement au champ ordinaire de la délibération politique, de la délibération démocratique. C'est spécialement vrai dans le champ de l'asile, qui est le canal d'immigration qui connaît la croissance la plus forte ces dernières années, plus 245% de premières demandes d'asile enregistrées en France entre la fin des années 2000 et l'an dernier. C'est x3, x4. Absolument. Et cette trajectoire de l'asile, elle est tenue
en amont par les traités, le droit européen, la Convention de Genève de 51 sur le statut des réfugiés, et en aval par la jurisprudence, qui a une interprétation toujours plus large des critères d'accès à l'asile. Donc il y a une forme de dépossession politique du sujet de l'immigration. Tout à fait. On n'a plus tellement de leviers. C'est absolument le cas, et c'est le cas sur les grandes masses de l'immigration. J'évoquais l'asile, mais on pourrait aussi évoquer l'immigration familiale. En la matière, on est notamment contraint par la Convention européenne des droits de l'homme, qui en son article 8 garantit un droit à la vie privée et familiale, qui est aujourd'hui souvent opposé, notamment quand on veut éloigner des profils menaçant l'ordre public. Alors je voudrais qu'on regarde maintenant ensemble ce que coûte l'immigration à la société française, comment elle pèse en fait sur plein notamment budgétairement. Alors on dit souvent que c'est une main-d'œuvre qui est la bienvenue, c'est l'aspect positif de l'immigration, si je puis dire, sur le plan économique. Je voudrais vous faire écouter un petit son, c'est Olivier Richefou, il est président du conseil départemental de la Mayenne. Alors il s'exprime à propos de l'aide sociale à l'enfance. Et il constate que le budget de cette ASE progresse très vite d'année en année dans son département. Pourquoi ? Je vous propose d'écouter son explication. Nous avons environ 350 à 400 mineurs non accompagnés par an. Nous les hébergeons, nous les nourrissons, nous les faisons passer un examen médical. Et puis, lorsqu'ils sont déclarés mineurs, nous faisons en sorte de les accompagner pour trouver une voie vertueuse d'insertion. L'ensemble de la charge représente une somme de 40 000 à 50 000 euros par an et par enfant. Voilà, donc ce président de conseil départemental qui nous dit « Mon aide sociale à l'enfance, le budget augmente très vite ». Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de mineurs non accompagnés, des mineurs étrangers qui sont en France et que la collectivité aide à s'installer en France et ça coûte très cher, 40 à 50 000 euros par personne. Tout à fait, et le coût consolidé de la prise en charge de ces mineurs non accompagnés, ça représente environ maintenant 2 milliards d'euros par an à la charge des départements, puisque l'État a fait le choix de se défausser de ce sujet en considérant qu'il s'agissait d'un enjeu de politique sociale, donc relevant de la compétence normale des départements, et non pas d'un enjeu de politique migratoire, en dépit du bon sens. Et là aussi, sur la question des mineurs non accompagnés, on est dans un champ de l'immigration qui est complètement hors du contrôle du politique, puisqu'il y a un ensemble de traités sur ces sujets. Mais au-delà de ce cumul de cas particuliers comme celui des MNA, qui aboutit à aujourd'hui une facture lourde de la politique actuelle d'immigration, ce qui conduit à un fardeau fiscal systémique de l'immigration aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout le profil de l'immigration qu'on reçoit en France, qui est en moyenne moins qualifié que dans d'autres pays européens. On a un nombre d'immigrés qui n'ont aucun diplôme ou seulement un niveau brevet CEP qui est supérieur de 2,5% aux Français sans ascendance migratoire. On a des taux de chômage et d'inactivité, notamment parmi les nationalités les plus représentées dans l'immigration en France, qui sont beaucoup plus forts que ceux des Français d'origine. Et tout ça, finalement, dessine des profils de population qui sont en moyenne sous-contributrices et surconsommatrices des dispositifs de solidarité collective. C'est ce qui fait que, par exemple, le CEPI et l'OCDE, dans leurs études à ce sujet ces dernières années, qui emploient des scénarios parmi les plus exhaustifs, arrivent à un coût annuel net de l'immigration sur les finances publiques pour 2 générations, immigrés et première génération des descendants, compris entre 35 et 40 milliards d'euros par an. Ah oui. Ce qui est quasiment le budget du ministère de l'Intérieur. 35 à 40 milliards par an. Dernière question, on ne va pas passer en revue toutes les propositions, mais les grandes masses des programmes maintenant, Nouveau Front Populaire, Ensemble, c'est-à-dire la majorité présidentielle, et Rassemblement National, quels sont les grands axes de leur programme sur l'immigration ? Alors, pour ce qui est du Nouveau Front Populaire, la logique est clairement de pousser à son extrême limite la dépolitisation du sujet de l'immigration, sa sortie du champ de la délibération démocratique. Il y a multiples mesures assez stupéfiantes qui sont proposées. Pour ne citer qu'une d'entre elles, la création d'un statut de déplacé climatique. La Banque mondiale estime que d'ici à 2050, on pourrait avoir 230 millions de réfugiés climatiques. Les eaux montent dans votre pays, venez en France, on vous accueillera. On créerait un droit principiel à l'installation en France pour 230 millions de personnes. Voilà, c'est cet esprit-là. Pour ce qui est du camp présidentiel, à ce stade, les propositions novatrices en la matière sont plutôt discrètes. On est sur une forme de continuité, avec une volonté de fermeté affichée, mais qui contraste avec les bilans records de la présidence Macron en la matière. Et enfin, du côté du Rassemblement national, il y a évidemment une tension, parce que demain, si le Rassemblement national a une majorité absolue, il sera dans un cadre de cohabitation. C'est difficile de desserrer un certain nombre de contraintes, notamment internationales, dans ce cadre-là, ou encore de réviser la Constitution, ce qui est impliqué par un certain nombre des mesures du Rassemblement national. Il y a un corset juridique et constitutionnel très fort. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'agir, y compris dans le cadre d'un gouvernement de cohabitation. Je sais que, par exemple, le Rassemblement national met en avant sa volonté de réforme du droit de la nationalité. Le droit de la nationalité, ça relève de la loi, du champ de la loi défini par la Constitution, c'est l'article 34. Il est tout à fait possible demain, par exemple, de supprimer l'automaticité de l'accès à la nationalité française pour un certain nombre de profils. Merci beaucoup de vos lumières, Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Je renvoie vers le site internet de votre observatoire. Il y a plein de documents, il y a beaucoup d'études sur le sujet. Merci d'être venu au micro d'Europe 1. Bonne journée à vous. Bonne journée également.